Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Confinement, le sport amateur yvelinois sera encore à l'arrêt pendant au minimum 4 semaines. Certaines activités sportives pourraient ne pas reprendre avant 2021. Les détails dans cette émission. Voile, Louis Burton, originaire de Rambouillet, va participer à son 3e Vendée Globe. Il partira ce dimanche depuis les Sables d'Olonne à bord de son IMOCA Bureau Vallée 2. Le skipper répondra à toutes nos questions à distance dans cette émission. Cyclisme, la 21e et dernière étape du Tour de France 2021 s'élancera depuis les Yvelines. Après Rambouillet et Mantes-la-Jolie, c'est la ville de Chatou qui a été retenue par les organisateurs. Focus dans ce magazine. Je vous le disais dans les titres, ce nouveau confinement qui devrait durer au minimum pendant 4 semaines va également avoir un impact sur le sport amateur. Les compétitions vont une nouvelle fois être à l'arrêt pendant plusieurs semaines et certains sports pourraient ne pas reprendre avant 2021. Les explications et réactions à montage de Sandrine Fonteil. Bis repetita pour le sport amateur, ce nouveau confinement va une nouvelle fois perturber la pratique sportive pendant au minimum 4 semaines. Pour les sports en intérieur, la Fédération française de handball avait été l'une des premières à arrêter la compétition au moins jusqu'en décembre, tout comme la Fédération française de volleyball. Pour le basket, les compétitions stoppent également jusqu'à cette période, mais les dirigeants s'attendent à un redémarrage des compétitions pour le début d'année prochaine. La Fédération de basket a au moins dit qu'il y aurait une inertie de 15 jours quand les rencontres pourraient reprendre pour permettre aux équipes de se réentraîner et de manière à assurer une certaine équité sportive et surtout une intégrité physique de la part de tous les sportifs, quel que soit le niveau auquel ils jouent. Pour le football, ce mercredi matin, la Fédération française a annoncé la suspension des compétitions de Ligue de district des championnats nationaux du National 2 et 3 ainsi que la Coupe de France et les championnats nationaux jeunes. Cette mesure s'appliquera au minimum jusqu'au 1er décembre, un casse-tête en vue pour les instances. Ça pose la question, on n'a pas encore pris de décision, mais on va y réfléchir maintenant, c'est les coupes, parce qu'on a les championnats d'un côté, mais les coupes des Yvelines d'autre part. On avait déjà les coupes futsal, les coupes futsal seniors dont il avait été décidé qu'elles n'auraient pas lieu. Maintenant, la question va se poser pour l'ensemble des coupes de toutes les catégories, les seniors, les U18, les U16, les U14, les féminines, etc. Parce qu'il va falloir sans doute se consacrer uniquement au championnat. Le rugby amateur se met également en pause jusqu'à début janvier au minimum. La fédération a également annoncé l'annulation des phases finales pour permettre au championnat de se jouer jusqu'au bout pour éviter la saison blanche. Nous faisions contre mauvaise fortune bon cœur en ayant encore la possibilité de jouer. Désormais, il faut participer à l'effort national. Le plus dur reste à venir maintenant, de rester compétitif, de garder le contact avec nos licenciés et nos partenaires. Seule interrogation, la pratique ou non du sport par les mineurs. Ils pourraient participer à des entraînements. Le sujet est encore sur la table. Nous allons maintenant prendre le large dans cette émission. Le départ du Vendée Globe 2020 sera donné ce dimanche depuis les Sables d'Olonne. Un Yvelinois participera à cette édition. Louis Burton, originaire de Rambouillet, il s'alignera pour la 3e fois sur cette course mythique. Et Louis Burton est avec nous à distance. Bonsoir Louis Burton. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend bien. Alors comment vous sentez-vous à l'approche du départ ? C'est un peu particulier. Là, je suis à un petit 6 jours du départ du Vendée Globe et je suis tranquillement dans ma maison avec mon épouse, mes enfants, confinés. Donc, c'est très, très particulier. En 10 ans de carrière, c'est la première fois que ça arrive. Finalement, ça a du bon parce que d'habitude, on est dans le rush du départ et là, on a le temps de se reposer et de penser à plein de choses. Oui, justement, vous êtes dans une bulle, c'est bien ça ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude, finalement ? Alors, le départ du Vendée Globe, comme beaucoup de courses au large, c'est d'abord un grand village, une grande fête à terre pendant plusieurs semaines. Pour le Vendée Globe, ça dure quasiment un mois. Là, il y a eu ce village qui s'est tenu quand même, mais qui a dû fermer ses portes suite aux annonces gouvernementales de la fin de semaine dernière. Il y a eu 2 semaines de village avec des accès assez contrôlés. Donc, il y a eu du monde un peu, mais c'était moins la folie que d'habitude. Donc ça, c'est un premier gros changement. Et puis, ce qui va changer énormément depuis vendredi dernier, c'est que finalement, on va prendre le départ du Vendée Globe avec juste autour de nous notre équipe technique. Il n'y aura pas la foule qu'il y a d'habitude sur les quais des Sables d'Olonne, sur le ponton du départ. Les bateaux accompagnateurs ne vont pas être autorisés non plus. Alors d'habitude, il y a une armada pas possible en mer. Et là, on va partir vraiment beaucoup plus dans la confidentialité, un peu comme pour un départ de premier Vendée Globe il y a 30 ans, quoi.
Alors on va revenir à la course. Ce sera donc votre 3e participation. Vous avez connu différents scénarios dans votre carrière. En 2012, vous avez abandonné assez rapidement après avoir percuté un chalutier. En 2017, vous aviez par contre terminé à la 7e place, une très belle 7e place. Est-ce que vous avez appris de ces 2 courses ? Alors c'est vrai que le premier apprentissage, c'est déjà de réussir à être au départ du Vendée. C'est un rêve de gosse, c'est pas accessible facilement. Donc les conditions dans lesquelles on a fait le Vendée Globe en 2012 avec l'équipe en tant que première expérience, ça nous a beaucoup appris sur les choses à faire et puis aussi les choses à ne pas faire. Et puis l'échec, ça permet aussi d'apprendre plein de choses, de se remettre en question. Et puis on a réussi à s'aligner sur l'édition 2016-2017 que j'ai terminée. Donc ça a permis de se guérir. Ça a permis de voir du coup ce qui marchait pas et les trucs sur lesquels il fallait être attentif. Et puis là, j'ai la chance d'être avec Bureau Vallée 2, donc mon nouveau bateau depuis 4 ans. Et je le connais bien maintenant, j'ai appris beaucoup de choses dessus. Et c'est vrai que ces 10 années d'expérience et ces 3 participations consécutives, c'est de bon augure. Qu'est-ce qui change justement avec Bureau Vallée 2 ? Ce sont les foils principalement ? Oui, c'est ça. Alors le bateau fait 2 tonnes de moins déjà, donc il va à la base beaucoup plus vite. Il faut savoir que nos bateaux, ils font entre 7 et 9 tonnes. Et puis, on a ces foils, donc ces espèces d'ailes sous-marines qui permettent au bateau de se lever et du coup d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite qu'avant. Justement, vous irez beaucoup plus vite. C'est quoi l'objectif cette année ? Vous aviez terminé 7e la dernière fois ? Ouais, c'est ça. La dernière fois, 7e en 87 jours. Et mon bateau actuel, qui avait fait l'édition précédente, il avait mis 74 jours. Donc, il avait mis 13 jours de moins. Donc, bon, c'est énorme, hein, évidemment. Alors, en fonction des conditions météo, l'objectif, ce serait de passer sous la barre des 75 jours. Et ça, on n'est jamais sûr, c'est la météo. Mais par contre, essayer de faire une place mieux que la dernière fois. Donc, ça veut dire entre 1er et 6e. Finalement, c'est le skipper ou c'est le bateau qui fait la course ? Le skipper, alors, il y a quand même. Le skipper, oui, c'est important. Le skipper et sa machine et aussi sa fiabilité. Et puis, il faut un peu de réussite. Hein. C'est une aventure, c'est une course, mais c'est une aventure assez folle autour du monde. Malgré le fait que les marins soient super préparés, qu'on prépare ça pendant des mois et des mois et des mois, il y a toujours en moyenne 1 sur 2 qui arrive. Donc, il faut déjà arriver à être du bon côté de la balance. Ce sera donc votre 3e édition. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, peut-être ? Oui, je pense qu'il faut éviter d'être trop dans l'excitation du départ, être trop dans l'excitation d'aller tout de suite plus vite que les autres et du coup de se mettre dans le rouge, de mettre sa machine dans le rouge, son bateau dans le rouge. Il faut arriver à se gérer sur la longueur et que de petits incidents ne se transforment pas en accident ou en suraccident. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut maintenir son bateau et soi-même au maximum de sa performance. Et au niveau du parcours, est-ce qu'il y a des endroits un peu clés ? On pense au Poteau Noir, par exemple, au large de l'Afrique, au niveau de l'équateur. Ça sera peut-être le point le plus difficile, peut-être, de votre périple, ou pas du tout ? C'est pas forcément le plus difficile, mais c'est vrai que quand on pense à faire le tour de la planète à la voile, on pourrait imaginer qu'on est dans un film genre Pirates des Caraïbes où arrivé au bout d'un moment, on tombe. Alors là, c'est pas le cas évidemment parce que la planète est ronde, mais il y a partout autour du globe des zones très compliquées à naviguer. Il y a le Poteau Noir, mais disons que ça, c'est plus une étape où potentiellement on peut perdre des places ou en gagner si on est chanceux. Mais non, ce qui est très compliqué, ça va être le Grand Sud autour de l'Antarctique où il y a beaucoup de dépressions, une météo qui est très forte et pas mal d'embûches, des icebergs qui peuvent venir en travers de la route, des cétacés et puis une météo et des dépressions très chargées. Il faut être vigilant tout au long du parcours ? Il faut être vigilant, il faut être concentré, il faut essayer de rentrer dans cette zone-là qui est une espèce de long tunnel de 25 jours en étant au 100% de sa forme et avec un bateau à 100% de son potentiel. Dernière question, Louis Burton, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De ne pas me revoir avant la mi-janvier.
On vous le souhaite en tout cas. Merci Louis Burton, bon courage pour ce Vendée Globe 2020. On continuera évidemment à vous suivre sur TV à 78. Une entreprise versaillaise va également vivre l'aventure de ce Vendée Globe. L'agence Petit-Fils spécialisée dans l'aide à domicile aux personnes âgées a décidé de devenir l'un des sponsors du skipper Clément Giraud, un navigateur qui sera au départ de la compétition au Sables d'Olonne. Une idée qui est venue juste après le premier confinement. On écoute Philippe Delmas, le directeur de l'entreprise. Il était au micro de TV 78. Je suis un peu tombé par hasard sur une publication de Clément Giraud, qui est donc le skipper du bateau, qui avait perdu son sponsor, qui avait perdu son bateau lors d'un incendie. Et c'était un peu comme une bouteille à la mer qui avait été envoyée par Clément. J'étais assez sensible à son message, ça correspondait assez bien à ce qu'on recherchait. Et lui aussi a des valeurs de partage, des valeurs d'engagement qui sont très fortes. La problématique de la perte d'autonomie est aussi une problématique qu'il connaît bien dans sa famille proche. Voilà, donc on s'est tout de suite très bien entendu et on a décidé de le suivre. Un mot de rugby à présent, coup de projecteur sur l'un des plus grands espoirs français au poste de demi d'ouverture. Son nom, Léo Barré, originaire du Chesnay Rocancourt. Il joue actuellement à 18 ans au Stade français après avoir fait ses premières classes à Versailles. Un reportage de Nicolas Dandry. Il a choisi le club aux 14 boucliers de Brennus. Le Versaillais Léo Barré a signé un contrat de 2 ans avec le Stade français Paris. À 18 ans, il rejoint les espoirs du club parisien en provenance de Massy. C'est quand même le club de la capitale. J'ai grandi en région parisienne. J'ai commencé à Versailles. On parlait du Stade français comme l'un des plus gros clubs de top 14. Donc quand on parlait du Stade français quand j'étais petit, j'avais des étoiles dans les yeux. Donc voilà, ça représente beaucoup pour moi. Ce jour-là, Léo Barré s'entraîne avec l'équipe professionnelle sous les ordres du tacticien argentin Gonzalo Quesada, un moyen d'accélérer sa progression. C'est un joueur intelligent. Léo, il est très intelligent, il a un gros coup de pied, je pense qu'il a une bonne organisation. Il faut qu'il continue comme ça, c'est très bien. On a évidemment identifié un potentiel intéressant chez lui. Et puis il a la capacité de remplir plusieurs cases, évidemment celle du joueur de rugby, mais aussi celle du joueur capable de mener à la fois un projet sportif et un projet universitaire. L'idée c'est plutôt de le faire maturer, de lui donner les moyens de s'inscrire dans la durée dans cette équipe et d'en faire dans les 2 à 3 prochaines années le demi d'ouverture du Stade français. Depuis plusieurs années, Léo Barré participe aussi à des stages en équipe de France jeune à Marcoussis, avec les meilleurs joueurs français de sa génération. Pendant une semaine, en octobre, 47 joueurs se sont retrouvés après plusieurs mois suite à la crise sanitaire. Elles sont plutôt bonnes pour l'instant. J'arrive à retrouver un peu mes repères que j'avais l'année dernière. Après, j'arrive pas non plus à un terrain où je connais personne. Enfin là, je connais quand même tous les joueurs. On est vraiment un groupe, donc on retrouve vite les repères. Pour le rugbyman yvelinois issu de la formation versaillaise, sa carrière se poursuit en équipe de France moins de 20 ans. Jeu de mouvement, vitesse de circulation du ballon, prise d'initiative, des qualités que Léo Barré possède et doit développer. Léo a des qualités qui lui permettent d'être performant sur plusieurs postes. Il a des qualités de franchisseur, il a des qualités de passeur. Donc forcément, ce que l'on recherche et ce qui peut amener l'équipe de France moins de 20 à performer. Léo Barré postule pour une prochaine rencontre. Si la situation sanitaire le permet, début janvier, l'équipe de France moins de 20 ans développement doit jouer un match contre l'Italie. On va maintenant parler à cyclisme. Nous vous l'annoncions la semaine dernière. L'information a été confirmée ce week-end. La 21e et dernière étape du Tour de France 2021 partira depuis Chatou dans les Yvelines le 18 juillet prochain. Le peloton s'élancera de cette commune de 31 000 habitants pour rejoindre les Champs-Élysées. Au programme 112 km où un sprinter devrait une nouvelle fois s'imposer. Pour nous parler de ce choix de Chatou, nous recevons sur ce plateau Jean-Michel Richefort, vice-président Fédération française de cyclisme et également au club de Vélizy à 78. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce choix de Chatou est une surprise ? Non, ce n'est pas une surprise dans la mesure où Chatou, c'est une ville sportive, une ville cycliste avec un très bon club, le team cycliste de Chatou, hein, qui participe régulièrement sur des épreuves régionales et des épreuves nationales. Non, c'est un excellent choix. Et je pense que nous aurons une belle dernière étape avec une boucle qui passera bien sûr dans les Yvelines et puis avec l'apothéose sur les Champs-Élysées. On n'a pas encore tous les détails sur le parcours, mais ça serait probablement une boucle dans les Yvelines, hein, c'est bien ça ? Oui, je pense que ce sera une boucle dans les Yvelines qui passera vraisemblablement
on ne connaît pas exactement les lieux, mais on suppose que ça fera une boucle en passant par la vallée de Chevreuse avant de regagner les Champs-Élysées. Alors la ville de Château avait déjà organisé le Paris-Nice en 2018. Est-ce que c'était finalement une préparation pour le Tour de France ou ça n'a rien à voir? Si, c'est une préparation et souvent les étapes du Tour sont désignées alors qu'un an, 2 ans ou 3 ans avant, la ville a organisé Paris-Nice par exemple. Donc ils sont dans les starting blocks depuis Oui, 2 ans. Dans les starting blocks. De 3 ans. Alors nous allons maintenant revenir sur l'histoire du Tour de France dans les Yvelines. Mélanie Poquet, journaliste chez TV78, vient nous présenter à cette histoire du Tour de France. C'est une longue histoire d'amour, les Yvelines et Tour de France. Et c'est une relation qui débute dès la toute première édition en 1903. Alors ne cherchez pas une ville du département comme départ ou arrivée pour cette édition. Le Tour n'a que 6 étapes. Alors le que est bien sûr entre guillemets parce que l'étape la plus courte parcourt tout de même 268 km. Mais celle qui nous intéresse, c'est la dernière, le 18 juillet. Les coureurs s'élancent de Nantes et le 19 juillet, ils se départageront sur les routes sinueuses de la vallée de Chevreuse. Et là, c'est Maurice Garin qui remporte et l'étape et l'épreuve. Alors si on s'intéresse juste aux villes-étapes, le département a vu le peloton emprunter ses routes à 46 reprises. Dont 24 rien que pour la ville de Versailles. Dès 1925, la grande boucle s'installe dans les Yvelines. La première étape est donnée au Vésinet, ville qui deviendra départ réel de la course. Ensuite, de 1927 à 1939, Rambouillet l'accueillera à 4 reprises. Saint-Germain-en-Laye, Houillet-Mantes-la-Jolie complète le tableau. Et à noter qu'en 1986, c'est une agglomération qui voit arriver la deuxième étape de l'épreuve, une certaine Saint-Quentin-en-Yvelines. Et qui sera le départ de la dernière étape du Tour en 2023. Et oui, tout cela grâce à un partenariat signé entre ASO, l'organisateur de l'épreuve, et le département. Il est signé en mars 2019 et quelques mois plus tard, la 21e étape de la Grande Boucle s'est lancée de Rambouillet. Le maillot jaune était sur les épaules du Colombien Egan Bernal. Alors, le dernier Français à porter la tunique au départ d'une étape yvelinoise, c'est Laurent Fignon en 1989. Tunique qu'il perdra malheureusement dans un final tellement cruel sur les Champs-Élysées. L'année de ma naissance, Mélanie. Alors merci Mélanie pour ce panorama. Une belle histoire d'amour entre les Yvelines et le Tour de France finalement, Jean-Michel Aréchevin. Oui, absolument. Une histoire fabuleuse. Et tout ça pour dire que les Yvelines, c'est une terre de cyclisme par excellence. Et une terre de cyclisme qui va le montrer parce que le cyclisme, les activités du cyclisme, les disciplines du cyclisme pour les Jeux Olympiques se dérouleront dans les Yvelines, bien sûr. On va revenir sur ce choix de Château en 2021. Qu'est-ce que ça apporte finalement à une ville, l'organisation du Tour de France ? L'organisation, l'accueil soit d'une ville départ ou une ville arrivée, ou les deux, ce sont des retombées économiques formidables pour la ville, et puis un retentissement médiatique, parce que toutes les télés du monde entier sont braquées sur cet événement. 190 pays diffusent le Tour de France, 3,5 milliards de téléspectateurs sur l'ensemble de la compétition. Voilà, c'est formidable et c'est vraiment, je pense, le meilleur rapport qualité-prix quand on veut faire connaître son territoire, donc que d'accueillir le Tour de France. Et c'est populaire également, le Tour de France. On l'a vu à Mantes-la-Jolie en septembre dernier. Il y avait, malgré le contexte sanitaire, énormément de monde autour des routes. Oui, parce que le Tour, déjà, c'est un spectacle gratuit. Et puis, on vient encourager des champions. On peut les voir, on peut les approcher. On est très près. Tout compte fait, on communie avec eux, on les encourage. C'est le sport populaire par excellence, le cyclisme. On va revenir sur la compétition aussi en elle-même. Il y a 2 cyclistes qui font énormément parler d'eux en ce moment, c'est Egan Bernal et Pogačar, 2 jeunes cyclistes de moins de 25 ans. Est-ce qu'ils seront également en jaune l'année prochaine dans les Yvelines ? Sur cette dernière étape. C'est difficile à dire, mais ils ne seront pas les seuls parce que je pense que la jeune génération a pris le pouvoir et je pense qu'il y aura également des jeunes comme Mathieu Van Der Poel, très prometteur, le Belge Evenepoel qui sera là et d'autres, et également quelqu'un comme Gaudu, le Breton Gaudu qui s'est illustré la semaine dernière sur une étape de montagne et il jouera vraisemblablement le classement général. Alors la jeune génération, je pense, va prendre le pouvoir.
Vous attendez un beau Tour de France 2021 ? Oui, aussi beau que celui de 2020. Celui de 2020, donc, a gardé le suspense jusqu'à l'avant-dernière étape. Et compte tenu du tracé, avec 4 étapes en Bretagne, 2 étapes dans les Alpes, une grande étape avec la traversée du Morvan, une étape qui partira de Vierzon jusqu'au Creusot, la traversée du Morvan, 248 km, une étape pour baroudeurs. Et après 2 fois le Ventoux, 2 fois le Mont Ventoux, avec une arrivée à Malocène. Également de belles étapes dans les Pyrénées-Orientales et une étape laquelle fera sûrement partie de la décision finale. C'est une étape qui arrive en Andorre avec le port de l'Envalira. Le port d'Envalira qui sera le toit du Tour de France, 2408 mètres. Et puis également le 14 juillet, n'oubliez pas, le 14 juillet, ce sera l'étape phare avec l'arrivée au col du Portet. Une étape très très difficile, départ de Muret, le Portet, et puis le dernier contre-la-montre à Saint-Émilion. Voilà, mais ce sera sans aucun doute un magnifique Tour de France. Merci Jean-Michel Richefort, spécialiste cyclisme. Merci Mélanie pour toutes ces précisions sur le Tour de France 2021. La dernière étape partira donc le 18 juillet prochain depuis Chatou. On prend maintenant la direction du Chênay-Rocancourt. Un village fondation PSG était installé ce mardi dans la ville. Objectif de ce rendez-vous organisé par le club de la capitale, proposer des activités sportives gratuites pendant ses vacances scolaires. Tout cela sur le thème du club. Reportage. Le village de la Fondation PSG s'est installé au Chênay-Rocancourt le temps d'un après-midi. Créée il y a 20 ans, la structure propose aux enfants de participer à des animations pendant les vacances scolaires. 350 opérations sont réalisées chaque année par le Paris Saint-Germain. Donc ce sont des enfants qui ont entre 6 et 15 ans, qui peuvent venir avec leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, vraiment de partager un moment en famille. Et on est sur des publics qui n'ont pas forcément la chance de partir et ils restent pendant toutes leurs vacances scolaires chez eux. Donc l'idée c'est de leur proposer un petit moment festif. Ce mardi 27 octobre, une douzaine d'animations étaient au programme. Le truc qu'on doit faire à 2, on doit mettre dans les paniers. Et on a aussi l'activité du handball. Il y a le maquillage, il y a pour secourir les personnes. Les activités sont issues de notre projet éducatif qui est du socle pédagogique, qui est la culture, des 4 socles pédagogiques qui est la culture, le numérique, la citoyenneté et le sport. L'histoire du club était également présentée aux familles avec une salle des trophées éphémères. Les anciens joueurs du PSG comme Laurent Fournier avaient également fait le déplacement. Ça permet de revivre pour nous des bons moments, pour les enfants de voir un peu que le PSG a évolué. La Fondation PSG continuera à sillonner le département pendant les prochains mois. Chaque année, 20 000 enfants participent à ces ateliers. Et quitter son confort pour se lancer dans sa passion pour la course à pied, c'est l'aventure choisie par Frédéric Suquet en ouvrant sa boutique de course à pied à Conflans-Sainte-Honorine. Une véritable aventure dans cette période difficile pour les commerces locaux. Son portrait par Bichente Merian Santisteban. Après 20 ans de loyaux et bons services dans la direction de communication de plusieurs entreprises, Frédéric Suquet a choisi le pari de l'entrepreneuriat. Pour cela, rien de tel que sa passion, la course à pied. Il a choisi d'ouvrir une franchise du magasin Air-Run à Conflans-Sainte-Honorine. J'ai commencé la course à pied à l'âge de 12 ans. Je suis fils d'un ancien sprinter qui a couru avec les meilleurs Français. Je suis frère d'un marathonien qui a fait partie des meilleurs Français également. Donc on est vraiment une famille de coureurs, on aime le sport. L'ouverture de ce magasin permet de pouvoir allier ce désir d'entreprendre et cette passion pour la course à pied. Frédéric Suquet court régulièrement depuis de nombreuses années, sur piste, sur route, se testant même au marathon. Son expérience lui donne l'expertise pour conseiller ses clients. On propose des produits adaptés à la course à pied, à la marche nordique, au trail. Parce que la force d'un magasin spécialisé comme le mien, le dicton de notre raison d'être, c'est être spécialiste ne s'invente pas. Quand on vend des chaussures, par exemple, à un client, on lui vend en fonction de sa morphologie, en fonction de sa foulée, en fonction du terrain sur lequel il va courir. Ce besoin de conseil est d'autant plus justifié qu'en France, le running devient une activité physique très populaire. La course à pied qui est devenue vraiment un business qui marche, sans mauvais jeu de mots, puisqu'au début des années 2000, il y avait en France à peu près 2 millions de pratiquants. Aujourd'hui, on sait que les chiffres tournent autour de 15 millions de pratiquants en France. Malheureusement pour le gérant, le second confinement le force à fermer ses portes.
Un paradoxe étant donné que le premier avait fait de nombreux adeptes à la course à pied. Les gens vont continuer à courir. Le running et le sport en plein air, on va dire, on n'en a jamais autant entendu parler depuis l'apparition de ce virus. Une décision difficile à accepter pour le jeune entrepreneur qui doit également interrompre les sessions de running en groupe qu'il organise devant sa boutique tous les lundis soirs. Et on termine par cette information. Aurélien Collin pourrait intégrer le panthéon du football américain. Le footballeur originaire de Fontenay-le-Fleury dans les Yvelines fait partie des 137 finalistes de la MLS pour intégrer le top 25 des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat. Dans cette liste, on retrouve notamment David Beckham, Valderrama, Thierry Henry ou encore Zlatan Ibrahimovic. Les votes sont ouverts aux spécialistes et le résultat sera dévoilé le 9 décembre. Depuis ses débuts aux États-Unis en 2011, Aurélien Collin a notamment été sacré champion et MVP de la finale en 2013 avec Kansas City. Le défenseur qui porte le numéro 78 joue aujourd'hui à 34 ans à Philadelphie. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Le 7-8 Sport se met en pause le temps du confinement, mais le sport continue via notre talk Si on parlait sport. On se retrouve bientôt pour un nouveau magazine. Très belle soirée sur TV78.